Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'équivalent gravitationnel des équations de Maxwell. Cet équivalent va aboutir à l'apparition d'un phénomène fascinant appelé la gravitomagnétisme. Pour bien comprendre cela, commençons par établir une analogie entre le champ électrique et le champ gravitationnel. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un champ électrique ? Le champ électrique est généré par une particule chargée. Donc si on prend par exemple une particule chargée dans l'espace, donc cette particule elle peut être chargée positivement comme négativement, donc il va créer un champ autour d'elle. Donc par exemple, si la particule est chargée négativement, donc le champ électrique va être généré, donc il va être généré dans tout l'espace, mais entrant. Donc le champ électrique est entrant, comme ceci. Donc ça, c'est le champ électrique, E, créé par cette particule chargée négativement, par exemple, comme un électron. Alors, pourquoi le champ électrique est entrant? C'est tout simplement parce que le champ électrique dans l'espace est donné par la charge de la particule Q sur 4pi epsilon 0 fois la distance r au carré. Donc la distance à partir de laquelle on mesure le champ électrique à partir du centre de la particule selon un vecteur ER, et ce vecteur ER il est sortant, donc il est en coordonnées polaires, il est dans le sens sortant. Donc puisque ici la charge négative, donc Q est égale à moins E pour un électron, donc ça veut dire que le champ il va être moins une constante que je vais appeler K ER. Donc le K ici, c'est cette constante qui est donnée par la charge sur 4pi epsilon 0 r au carré. Si maintenant la charge Q est positive, donc le champ électrique est égal à plus K ER, et donc le champ il est sortant et dirigé vers l'extérieur, comme ceci. Donc ça c'est le champ électrique créé dans tout l'espace. Alors ici, on va prendre en compte les effets relativistes ni les effets de propagation. On va supposer que la simple présence de la particule va créer un champ dans l'espace, et ce champ va se créer instantanément. Donc ça veut dire que si vous avez une autre particule qui est située à une année-lumière d'une particule qui génère ce champ, donc la deuxième particule va sentir ce champ instantanément, donc on ne prend pas en compte les phénomènes de propagation. Donc ça, c'est le champ électrique. Alors maintenant, on va parler d'un autre champ, donc on restons en électromagnétisme, c'est le champ magnétique. Donc on a dit que le champ électrique est créé par la simple présence de la particule dans l'espace. La particule, elle est fixe. Maintenant, si on donne une vitesse v à cette particule, on va supposer que cette particule elle se déplace dans l'espace avec une vitesse v. Donc cette particule va générer un autre champ, et ce champ, c'est le champ magnétique B. Donc le champ magnétique qu'on va noter par B. Donc en quelque sorte, il y a une complémentarité entre le champ électrique et le champ magnétique B. Donc ils ont à peu près la même source. Donc pour le champ électrique, c'est la présence de la particule qui va créer ce champ, et pour le champ magnétique, il faut que cette particule se déplace dans l'espace. Donc le champ magnétique, on peut le générer par exemple lorsqu'on a un fil conducteur. Donc ce fil, on zoome sur le fil, on va voir que à l'intérieur, on a des particules chargées, donc les électrons, qui vont transporter leur charge de proche en proche. Et donc ces électrons, ils ont une vitesse et ils se déplacent selon une direction. Puisque c'est une particule chargée et qui a une vitesse v, donc il va créer un champ magnétique dans tout l'espace. Et ce champ magnétique, il est donné par une expression qui est donc plus compliquée que l'expression du champ électrique, par la loi de Biot-Savart. Et cette loi, c'est mu0 sur 4pi fois la charge, donc ici l'électron c'est moins E, la vitesse de l'électron vectorielle r sur r au cube. Alors R, c'est la position où on regarde, donc on mesure le champ magnétique. Donc ça veut dire que si je me place ici à ce point P, donc P ça sera cette distance-là.
Donc ça c'est R. Et donc le R, c'est le vecteur R, c'est ce vecteur-là. Donc voilà, donc on a deux champs, champ électrique d'un côté et le champ magnétique de l'autre côté. Alors, avant le 19e siècle, le champ électrique était considéré comme un champ qui est différent du champ magnétique. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais Maxwell a unifié ces deux champs grâce à sa théorie. Donc il a rassemblé les équations de l'électromagnétisme connues à l'époque, comme par exemple la loi de Gauss, la loi d'Ampère, la loi de Faraday d'induction. Et il a obtenu 4 équations qui sont connues aujourd'hui par le nom les équations de Maxwell. Ces 4 équations sont les suivantes. Donc, ils sont écrites en forme locale. Donc, on a la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Donc ici, la divergence, c'est un opérateur vectoriel qui mesure le taux de divergence du champ électrique dans tout l'espace. Rho, c'est la masse, c'est plutôt la charge, la densité volumique de charge, et epsilon 0, c'est la permittivité de vide. On a aussi la divergence de B est égale à 0. Donc ici, la divergence du champ magnétique dans l'espace est nulle, parce que le champ magnétique n'a pas de monopôle, c'est-à-dire que le champ il sort d'un pôle nord et il recule par son pôle sud. Donc cette équation, on l'appelle Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson. On a une troisième équation, c'est le rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt. Donc c'est la loi de Faraday qui explique que le champ électrique, donc la variation spatiale du champ électrique génère une variation temporelle du champ magnétique. Et dernièrement, on a le rotationnel de B qui est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 d2 sur dt. Alors J, c'est la densité de courant électrique. Donc c'est comme la quantité du mouvement, mais pour la charge. Donc la charge, elle va transporter une quantité électrique avec elle, et cette quantité elle est mesurée par ce vecteur J. Ce terme-là, il a été rajouté à la main par Maxwell pour respecter la loi de conservation électrique. C'est ce qu'on appelle le courant de déplacement. Alors si vous voulez vraiment bien comprendre les équations de Maxwell, je vous invite à regarder ma récente vidéo sur les équations de Maxwell, où j'ai vraiment bien expliqué et décortiqué la signification de chaque équation. Donc voilà, Maxwell a unifié le champ électrique et le champ magnétique. Donc Maxwell, il nous dit que le champ électrique, c'est le champ magnétique, mais à condition de le varier dans l'espace au lieu de le varier dans le temps. Donc la variation spatiale du champ électrique crée une variation temporelle du champ magnétique, et la variation spatiale du champ magnétique crée donc de la même manière une variation temporelle du champ électrique. Alors maintenant, on va utiliser toutes ces informations connues sur l'électromagnétisme, donc à savoir le champ électrique, le champ magnétique et les équations de Maxwell, et on va essayer de faire un équivalent gravitationnel. Alors la première chose à faire, donc on va essayer d'utiliser la loi de Gauss. Donc la loi de Gauss. Et on va essayer de trouver un équivalent gravitationnel pour la loi de Gauss. Donc c'est la loi de Gauss qui va nous permettre de trouver un équivalent du champ électrique et un équivalent de ρ. Alors premièrement, on va supposer qu'on a une analogie entre les deux. Donc on a une analogie entre les deux champs. Donc le champ électrique, son équivalent sera le champ gravitationnel G, ce qu'on appelle aussi l'accélération gravitationnelle. La charge électrique, son équivalent, c'est la masse. Donc là, la masse est toujours positive. Donc ça veut dire que le champ gravitationnel est toujours sortant. Donc ici, M est supérieur à 0. Et maintenant, on va donc le ρ électrique qui équivaut d de q sur d de taux, avec d taux c'est l'élément de volume. Son équivalent gravitationnel, ça sera ρg est égal à d de m sur d taux. Alors maintenant, on va essayer de trouver l'équivalent de epsilon 0.
Et pour cela, on va tout simplement remplacer donc la divergence de E qui est égale à ρ sur epsilon 0 par la divergence de G est égale à ρ sur un epsilon 0 gravitationnel. Donc là, on trouve l'équivalent de la loi de Gauss, mais gravitationnel. Alors maintenant, pour ce epsilon 0g, donc c'est l'équivalent de epsilon 0 électrique, mais on est curieux de savoir son expression. Donc epsilon 0 c'est la permittivité du vide, et epsilon 0g on peut l'appeler la permittivité gravitationnelle du vide, et on va essayer de trouver son expression. Pour trouver son expression, on va tout simplement utiliser la première analogie. Donc puisque le champ électrique dans l'espace est donné par l'expression suivante, donc la charge Q sur 4pi epsilon 0 r au carré selon ER. Donc ça c'est équivalent au champ gravitationnel qui est donné par, donc attention ici, la masse est toujours attractive, donc ici on va avoir un moins G fois M sur R au carré selon ER. Et donc là on trouve que, puisque Q c'est l'équivalent de M, ici on a R au carré, ici on a R au carré, donc ça veut dire que moins 1 sur 4pi epsilon 0 est l'équivalent de G. Et donc epsilon 0 est équivalente à ce terme-là, qui est donné par moins 1 sur 4pi G. Donc ça veut dire que epsilon 0 gravitationnel, c'est moins 1 sur 4pi G. Donc on va l'appeler la permittivité du vide du champ gravitationnel. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de trouver... donc là, c'est là où ça commence à être intéressant. C'est parce que là, on va supposer l'existence d'un champ qu'on va appeler le champ gravitomagnétique, ou gravitomagnétisme, et qui va jouer le rôle du champ magnétique en électromagnétisme. Donc on va supposer l'existence d'un champ qu'on va appeler petit h, et qui est l'équivalent du champ magnétique, mais gravitationnel. Et h, on va l'appeler le champ gravito-magnétique. Donc ça veut dire que G, c'est le champ, c'est le champ gravitationnel, on peut l'appeler aussi, donc soit le champ gravitationnel, ou soit le champ gravito-électrique. Très bien. Alors maintenant, que devient l'équation de Maxwell-Flux? Dans ce cas-là, on va tout simplement écrire la divergence de H est égale à 0. Puisqu'il y a une analogie entre H et B, donc ça veut dire que H a les mêmes propriétés de B, donc on va supposer que sa divergence est égale à 0. Et ensuite, on va écrire l'équivalent de Maxwell-Faraday. Donc ça veut dire que le rotationnel de E, donc l'équivalent de E c'est H, donc c'est G, donc rotationnel de G est égal à moins d de H sur dt. Alors maintenant, on est intéressé par la grandeur H et sa dimension. Alors quelle est la dimension? Donc on va poser cette question, quelle est la dimension du champ gravitomagnétique H? Donc quelle est la dimension de H? Et pour savoir la dimension de H, on connaît la dimension de G. Donc la dimension de G, c'est une longueur par un temps moins 2, parce que c'est une accélération. Donc ça veut dire que le rotationnel de G, sa dimension, le rotationnel, c'est une dérivée spatiale. Donc c'est une dérivée spatiale. Et donc ça veut dire que le rotationnel de H, il est équivalent à t-2. D'où l'unité de H. Donc ici, ça veut dire que le rotationnel de G, c'est t-2. Et ici, d de H sur dt. Donc ça veut dire que l'unité de H, ou la dimension de H, c'est un temps moins 1. Donc ça veut dire que H a une dimension, c'est t-1. Donc le champ gravitomagnétique a une unité de temps moins 1.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut trouver aussi une équation de conservation comme celle en électromagnétisme? C'est ce qu'on va voir après. Mais avant de faire ça, essayons de trouver l'équivalent de la dernière équation, donc Maxwell ampère. Donc Maxwell ampère, rotationnel de B, donc rotationnel de H, est égal à, donc on va supposer l'existence d'une perméabilité magnétique ou perméabilité gravitomagnétique mu 0G fois un courant gravitationnel J plus mu 0J epsilon 0G d de G sur dt. Et avec ça, puisque la divergence de G est égale à H sur donc est égale à non, plutôt la divergence de G est égale à ρ, donc ρ gravitationnel sur epsilon 0 G. Donc ρ gravitationnel. Donc ça c'est la loi de Gauss. Et donc on obtient, lorsqu'on injecte ça ici, puisque la divergence du rotationnel est nulle, donc on trouve que la divergence de J est égale à plus d de ρ G sur dt est égal à 0. Et donc là on a une loi de conservation gravitationnelle. Donc ça veut dire que les équations de Maxwell gravitationnelles sont données par les quatre équations suivantes. Divergence de G est égale à ρ G sur epsilon 0 G. Divergence de H est égale à 0. Rotationnel de G est égal à moins d de H sur dt. Et le rotationnel de H est égal, ici il y a un vecteur, rotationnel de H c'est epsilon, ou plutôt mu 0 G, J plus epsilon 0 G d de G sur dt. Donc voilà les équations de Maxwell gravitationnelles, et on va essayer de, à partir de ces équations, de trouver le lien direct entre la relativité générale et la relativité, ou plutôt la mécanique classique, donc la mécanique post-newtonienne. Rappelons d'abord qu'est-ce que la relativité générale. Donc la relativité générale inventée en 1915 par Einstein, qui décrit la force gravitationnelle, ou plutôt la gravitation, comme une déformation géométrique de l'espace-temps. Donc Newton, lorsqu'il a inventé la gravitation, il n'a pas compris l'origine de la gravitation, donc il a supposé que la gravitation, c'est une force qui agit à distance instantanément. Mais c'est Einstein qui a vraiment compris l'origine profonde de la gravitation en utilisant donc des notions de la géométrie différentielle. Donc il a imaginé l'espace-temps comme un tissu, et ce tissu en fait il est courbé par la présence d'une masse ou un objet massif. En plus de ça, lorsqu'il y a une perturbation dans une région de l'espace-temps, cette perturbation, il va se propager de proche en proche, comme par exemple un réseau de ressorts, comme dans un solide. Donc lorsqu'il y a une perturbation dans un solide, lorsque vous frappez avec un marteau, donc un bloc de métal, en fait il y a un son qui se propage dans tout le bloc. C'est exactement ce qui se passe dans l'espace-temps, c'est plus compliqué, plus abstrait. Et la nature de ces ondes, c'est des ondes gravitationnelles qui ont d'ailleurs été confirmées expérimentalement par le LIGO et donc une expérience aux États-Unis, en Italie, en utilisant un interféromètre d'une longueur de 20 km, je crois. Et ils ont détecté la présence de ces ondes gravitationnelles. Alors ces ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut, à partir de ces équations de Maxwell, faire comme dans l'électromagnétisme, trouver des ondes. Donc dans le cours de l'électromagnétisme, à partir des équations de Maxwell, on a trouvé qu'il y a des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Est-ce que ici on peut faire la même chose? On va essayer. En utilisant l'identité vectorielle, rotationnelle du rotationnel est égal à grade div moins Laplace. C'est exactement ce qu'on a fait en électromagnétisme.
on va essayer de remplacer E par G et H et B par H. Donc lorsqu'on fait ça, donc rotationnel de rotationnel, donc rotationnel du rotationnel de G, on va utiliser la troisième équation, donc c'est moins D de H sur dt est égal à grade div, donc grade, la divergence de G, c'est ρ G sur epsilon 0 G, moins le Laplacien de G. On va permuter l'opérateur rotationnel avec la dérivée temporelle et on trouve moins d sur dt du rotationnel de h qui est égal à moins d sur dt. Le rotationnel de h, c'est mu 0j plus epsilon 0j mu 0j fois d de g sur dt. Et donc ça est égal à le gradient de la divergence de G moins le Laplacien de G. Alors maintenant, on va supposer que l'espace-temps est pourvu de matière, donc pas de matière, pas de corps massif, c'est-à-dire que ρg est égal à 0 et les courants gravitationnels est égal à 0. Alors pour l'instant, on ne sait pas comment interpréter ce J. Mais on va voir que lorsqu'on va utiliser l'analogie entre le champ électrique créé par un filiforme, on va essayer de comprendre ce J. Bon, pour l'instant, on va l'appeler la densité de courant gravitationnel. Mais c'est vrai qu'intuitivement, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Donc cela simplifie les équations, et donc on trouve moins mu 0j d au carré de G sur dt au carré est égal à moins le Laplacien de G. Et là, on trouve que le Laplacien de G est égal à mu 0j epsilon 0g d au carré de G sur dt au carré. Donc aussi, on a une équation de propagation, c'est une équation d'onde, c'est l'équation de Laplace. Donc ça veut dire que G, c'est une onde qu'on va appeler une onde gravitationnelle et qui se propage à une vitesse c, qu'on va appeler la vitesse de la lumière, donc la célérité de la lumière, qui vaut 1 sur racine de epsilon 0g mu 0g, qui vaut aussi 1 sur racine de epsilon 0 fois mu 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un lien direct entre les lois de le champ gravito-électrique, gravito-magnétique et le champ électrique et magnétique qu'on connaît en électromagnétisme. Maintenant, on peut remonter à l'expression de mu 0g. Donc pour trouver mu 0g, on va prendre c au carré est égal à 1 sur epsilon 0g fois mu 0g. Donc ça veut dire que mu 0g est égal à epsilon 0g c au carré. On a trouvé tout à l'heure l'expression de epsilon 0g, et donc on va replacer avec, et on trouve finalement que mu 0g c'est moins 4 pi g sur c au carré. Voilà. Très bien. Alors maintenant, donc on a fait le lien avec la relativité générale. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les conséquences de ce champ gravito-magnétique. Donc le champ gravito-électrique ou le champ gravitationnel, c'est un champ qui est responsable de l'attraction entre les objets. Donc par exemple, si on a un objet de masse M1 et un objet de masse M2, donc il va avoir une force entre les deux. Donc le objet M1 va attirer M2 vers lui, et M1 il va attirer M2 de la même manière. Et cette force elle est donnée par G fois la masse M1, M2 sur la distance entre les deux masses au carré, D au carré. Mais en plus de ça, on a un autre champ, c'est le champ gravito-magnétique. Donc on a un champ G et un champ H, et les deux sont couplés par les équations de Maxwell gravitationnelles. Donc ça veut dire que la force qu'on connaît et qu'on a appris au lycée, c'est une force qui est due à la présence de ce champ gravitationnel. Mais en plus de ça, il y a une autre force qui va apparaître ici et qui est causée par ce champ gravito-magnétique. Donc pour trouver son expression, on va faire une autre analogie avec donc la force
de Lorentz en électromagnétisme. Cette force, elle est donnée par F est égal à QE plus QV vectoriel B. Ici, Q c'est la charge de la particule, E c'est le champ électrique, V c'est sa vitesse, et B c'est le champ magnétique. Donc si la vitesse de cette particule est nulle, on n'a qu'une force électrique, donc ce qui est cohérent avec notre raisonnement. Alors maintenant, on va essayer de faire la même chose, donc on va supposer qu'on a une force gravitationnelle qui est égale à mg. Donc ça c'est le poids qu'on connaît déjà, puisque j'ai remplacé Q par M et E par G. Maintenant je vais rajouter un autre terme, c'est M fois V vectoriel H. Et donc là, j'ai une autre force, et cette force-là, on va l'appeler gravitomagnétique. Donc ici, on a une force gravitomagnétique, et là, on a une force gravitationnelle. Donc ça veut dire qu'une masse plongée dans l'espace, donc il va subir une force gravitationnelle de la part des autres objets, mais en plus de ça, s'il se déplace dans l'espace, ou s'il tourne autour de son axe, il va subir une force gravitomagnétique. Donc on va essayer d'imaginer la situation suivante. On va supposer qu'on a une spire qui est plongée ou en orbite autour de la Terre. Là par exemple, on a la planète Terre. Voilà. Et autour de la Terre, on va prendre par exemple une spire. Si je ne respecte pas les échelles, c'est normal. Voilà une spire, et on a l'axe de cette spire donné par cet axe que je vais appeler Z. Donc cette spire, il va tourner autour de son axe à une vitesse angulaire que je vais appeler oméga, qui est dirigée selon EZ. Donc la vitesse de rotation de cette spire, c'est oméga selon EZ. Alors, normalement, il a une vitesse, donc il va subir une force, ici plutôt un couple, de la part du champ gravitomagnétique. Mais pour trouver cette expression, on va essayer, donc on va revenir à l'analogie. Alors d'ailleurs, l'analogie en physique, elle est très très puissante, parce que cette analogie a permis à Schrödinger, par exemple, de formuler son équation, en utilisant par exemple l'équation de propagation, l'équation de Laplace. Coulomb aussi a utilisé l'analogie pour trouver sa force d'attraction des charges. Donc il a utilisé la force d'attraction universelle des masses. Donc nous on va utiliser une analogie, mais on va prendre à la place donc une spire qui est parcourue par un courant. Donc cette spire a un moment, et ce moment il est dirigé dans le sens de la main droite. Donc en appliquant la règle de la main droite, donc on prend le sens de rotation de la main dans le même sens que le courant, et donc ça veut dire que la direction du pouce, ça nous donne un vecteur unitaire n qui est parallèle au moment de la spire. Et donc ce moment, il est donné d'après les lois de l'électromagnétisme, il est donné par le courant parcouru par cette spire fois la surface de la spire, ici c'est un disque, donc c'est pi fois le rayon de la spire au carré selon n. Donc ça veut dire que le moment est égal à I fois pi r au carré selon n. Alors essayez maintenant de faire l'analogie, mais il nous faut le I. Alors qu'est-ce que l'équivalent du courant I pour la masse? Donc ici on a une masse qui tourne. Donc ça veut dire que si on fixe une section de cette spire, donc ça veut dire qu'il y a une quantité de masse qui entre par unité de temps, qui traverse cette section. Donc ça veut dire que l'équivalent, donc I en gravitation, ce sera tout simplement le débit massique, donc la quantité de masse qui traverse une section par unité de temps. Donc ici, on va prendre par exemple la masse qui traverse donc la masse totale de la spire. Donc lorsqu'il fait un tour complet, donc ça veut dire que la totalité de la masse de la spire a traversé la section, une section donnée. Donc c'est m sur la période t, et la période t elle est liée à la vitesse de rotation par 2pi sur oméga, donc on a m oméga sur 2pi. Donc ça veut dire que le moment de la spire massive qui est autour de la Terre, c'est m oméga sur 2pi fois pi r au carré n, ce qui nous donne donc m est égal à m
oméga sur 2 r au carré. Alors maintenant, ce moment, et c'est un moment, c'est comme le moment magnétique d'une spire parcourue par un courant électrique, mais ici on n'a pas de magnétisme, mais on a plutôt le champ gravitomagnétique. Donc ça veut dire que le champ gravitomagnétique va exercer un couple sur cette sphère qui est orbite autour de la Terre. Et ce couple, il est donné par donc le moment vectoriel, pas le champ magnétique, mais plutôt H, donc le champ magnéto-gravitationnel qu'on a construit. Et donc lorsqu'on calcule cette expression, on trouve que M est égal à M oméga sur 2 r au carré n vectoriel H. Donc ça veut dire que le champ gravitomagnétique va exercer un couple sur la spire et il va la dévier. Donc il va la dévier par exemple dans ce sens. Donc la spire va être déviée par rapport à la direction initiale. Alors cette expérience a été réalisée en remplaçant la spire par un gyroscope. Donc on a pris un gyroscope qui a un moment cinétique sigma. Et donc ce gyroscope qui était embarqué dans un des satellites, donc l'expérience ProB, cette déviation mesurée par ce gyroscope, elle est donnée par donc alpha qui à peu près est égal à 5 fois 10 moins 9 radians. Donc c'est une valeur qui est très très faible. Pour vous donner une idée intuitive de cette déviation, cela revient à observer la taille d'une pièce de monnaie, par exemple, d'une distance de 100 km. Donc là, ça c'est l'œil humain, ça c'est la pièce. Donc ça c'est la pièce, ça c'est l'observateur. Et donc on va observer la taille de cette pièce à une distance de 100 km, donc ce qui est extrêmement sensible. Donc on a utilisé des gyroscopes qui sont vraiment très très précis pour faire une telle mesure. Cela confirme expérimentalement encore une fois l'exactitude de la relativité générale d'Einstein.